Bonsoir. Les démocrates entament leur difficile bataille pour convaincre les 2 tiers du Sénat que Trump est responsable des violences du 6 janvier au Capitole. Leur preuve inclut les propos de Trump dès la nuit des élections de 2020. Les démocrates de la Chambre soutiennent que l'assaut du Capitole ne se serait pas produit sans Trump. Leur procès porte essentiellement sur les tweets de Trump faisant la promotion des rassemblements Stop the Steal et sur ses allégations de fraude électorale. Il a fabriqué cette foule violente au fil des mois avec des messages répétés jusqu'à ce qu'ils croient qu'on leur avait volé leur vote et qu'ils seraient prêts à tout pour arrêter la certification. Selon eux, les paroles de Trump ont été soigneusement choisies pour encourager à l'assaut du Capitole. Des semaines avant, pendant et après les élections, il a utilisé les mêmes mots, encore, encore et encore. Ils ont également cité comme preuve la promotion par Trump de la manifestation du 6 janvier. Ils ont même repris les commentaires qu'il a fait le 3 novembre dernier. L'avocat Mark Meckler explique que ressortir des commentaires du passé ne fournit pas un argument solide. Au contraire, cela produit l'effet inverse. Il n'y a pas de lien direct. Et plus on s'éloigne dans le temps, moins il y a de lien entre le langage réel et la violence. En d'autres termes, essayer d'utiliser un langage qui a été dit des semaines voire des mois plus tôt et qui a conduit à la violence le 6 janvier, ne répond à aucune forme juridique d'incitation. Selon les démocrates, le fait que Trump affirme avoir gagné les élections est ce qu'ils appellent la preuve qu'il voulait désespérément utiliser la violence pour renverser les résultats. Le président Donald J. Trump était à court d'options non violentes pour se maintenir au pouvoir. Les responsables de la mise en accusation visent également à criminaliser l'appel téléphonique de Trump avec le secrétaire d'État de Géorgie, quand Trump a déclaré que s'ils effectuaient un audit des signatures dans le comté de Fulton, ils trouveraient des milliers de fausses signatures et de bulletins de vote non valables. Les démocrates ont fait passer cette conversation pour une menace de Trump sur le secrétaire d'État pour qu'il fabrique ces bulletins de vote et compense la marge perdue. Voilà donc ce qui s'est passé lors de cette première journée de procès. C'était le début d'une présentation de 16 heures que les démocrates ont préparée. Dans les prochains jours, l'avocat de Trump va également présenter sa défense. L'historien Victor Davis Hanson décrit le procès en destitution comme une performance artistique. Il s'inquiète du fait que le mouvement de revendication woke étouffe la libre expression des idées qui, selon lui, a permis aux États-Unis de dépasser les mondes communistes et fascistes. Trump est-il en route pour un nouveau record, celui du nombre d'acquittements à un procès en destitution? L'historien Victor Davis Hanson dit qu'il est facile d'accuser ou de mettre en accusation un président, mais qu'il est beaucoup plus difficile d'en condamner un, ajoutant que puisqu'on sait déjà que Trump ne sera pas condamné, c'est juste du théâtre politique. Il n'a pas été condamné en janvier 2020, et il ne le sera pas en février 2021. Et ça, on le sait d'avance. Cela montre donc que c'est un spectacle. Ce n'est pas une tentative sérieuse de destituer Donald Trump pendant son mandat, ou de l'interdire de fonction lors de son post-mandat. C'est juste une humiliation publique comme celle que le Parti communiste pratiquait en faisant porter des bonnets d'âne en public. L'objectif est le même. Dans une émission de NTD, Hanson a parlé de la règle utilisée pour déterminer si Trump a réellement incité à la violence au Capitole, en faisant référence au discours du sénateur Schumer à la Cour suprême en mars dernier. Voilà la règle qui est appliquée spécialement à Donald Trump, lorsqu'il dit de se battre ou de marcher vers le Capitole pacifiquement et patriotiquement, même si je pense qu'il n'aurait pas dû dire ça, mais pour eux, ça a produit un certain résultat. En revanche, si on va à la Cour suprême pendant qu'elle est en session, et qu'on s'adresse à 2 juges en les nommant, et que vous leur dites qu'ils ne savent pas ce qui va les frapper et ce qu'ils vont récolter. Ça, ce n'est pas considéré comme grave, parce que c'est Chuck Schumer qui l'a dit. C'est juste ce bon vieux Chuck. Il ne le pense pas vraiment. Schumer s'est en effet adressé aux 2 juges et leur a dit qu'ils ont déclenché la tempête et qu'ils ne savent pas ce qui les attend s'ils n'abandonnent pas leur décision. Le sénateur Rand Paul s'est demandé dimanche si Schumer ne devait pas être mis en accusation pour ça. Parlons maintenant du mouvement de revendication woke. Hanson s'interroge sur les ressources consacrées au woke dans les écoles et les universités, et même les publicités du Super Bowl sont marquées par cette intention idéologique. Et donc ce que font tous ces groupes de travail et d'endoctrinement, ces formations, cette prévention paranoïaque qui sont menées, c'est de tout tirer vers le bas. Et cette génération va être considérée rétrospectivement comme une génération ratée, qui n'a rien apporté, parce qu'elle était accablée par sa bride idéologique.
Hanson affirme que le mouvement de revendication woke a infiltré le divertissement, le sport de compétition, les comédies, l'édition et les médias, ce qui selon lui réduit l'espace d'expression des conservateurs. Le président Biden impose des sanctions à ceux qui sont impliqués dans la prise de pouvoir militaire en Birmanie, également connue sous le nom de Myanmar. Il demande la libération immédiate des dirigeants et des militants politiques démocratiques. Les militaires doivent renoncer au pouvoir qu'ils ont pris et faire preuve de respect pour la volonté du peuple birman, telle qu'elle s'est exprimée lors de l'élection du 8 novembre. Donc aujourd'hui, j'annonce une série d'actions que nous allons prendre pour commencer à imposer des sanctions aux responsables du coup d'État. Biden affirme que son administration procède au gel des avoirs américains qui profitent au gouvernement birman tout en maintenant son soutien au peuple birman. Il ajoute qu'ils vont également imposer des contrôles stricts des exportations. Le 1er février, l'armée birmane a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi, entre autres, après que de hauts responsables ont dénoncé une fraude électorale. Le président Biden appelle d'autres pays à prendre des mesures contre l'armée birmane. Le responsable d'une équipe de la NBA est sous les feux des projecteurs. Il a ordonné à son équipe de ne plus chanter l'hymne national avant les matchs à domicile. Les Mavericks de Dallas de la NBA rompent avec une tradition maintenue par presque toutes les grandes équipes sportives américaines. L'équipe ne chante plus l'hymne national avant les matchs à domicile, ceci sous la consigne du dirigeant des Mavericks, Mark Cuban. Cuban a refusé d'expliquer le raisonnement qui a motivé cette décision, mais un indice peut être trouvé dans ses commentaires sur ESPN. L'année dernière, Cuban a exprimé son soutien aux joueurs de la NBA qui mettaient un genou à terre pendant l'hymne national. S'ils s'agenouillent et sont respectueux, je suis fier d'eux. J'espère que je me joindrai à eux. Et l'année dernière, la NBA a connu une forte baisse de ses revenus et de son audience après que des joueurs aient commencé à s'agenouiller au moment de l'hymne et à s'engager dans des mouvements politiques de gauche. Les joueurs se sont mis à genoux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, un acte de protestation que les critiques disent irrespectueux envers le pays et ceux qui sont morts en le défendant. Et maintenant, la décision de Cuban se heurte à un contre-coup similaire. Le candidat à la présidence, Robbie Starbuck et plusieurs autres mettent en parallèle l'attitude de Cuban envers les États-Unis avec son attitude envers la Chine, où la NBA fait de grandes affaires. Starbuck a écrit dans un tweet qu'il semble que Cuban est d'accord pour faire des affaires avec la Chine malgré leur camp de concentration et la torture, mais il n'est pas d'accord avec l'hymne national du pays qui a fait de lui un milliardaire. La NBA a été critiquée pour avoir fermé les yeux sur les violations des droits de l'homme commises par le Parti communiste chinois, sur le harcèlement ethnique des Ouïghours et sur la censure des acteurs qui en parlent, mais tout en se prononçant sur la justice raciale aux États-Unis. En octobre 2020, la journaliste Megyn Kelly a demandé à Cuban sur son podcast pourquoi la NBA accepterait plus de 500 millions de dollars d'un pays qui pratique le nettoyage ethnique. Voici la réponse de Cuban. Parce qu'ils sont des clients. C'est un de nos clients et devinez quoi? Je suis d'accord pour faire des affaires avec la Chine. Et il a ajouté qu'il essayait plutôt d'aider à fournir l'asile à ceux qui fuient le régime vers les États-Unis. Plus de 50 républicains de la Chambre demandent à Biden de sécuriser la frontière. Les agents de patrouille signalent une augmentation significative de tentatives d'entrée illégale et des arrestations, des chiffres qu'ils n'avaient pas vus depuis la crise de l'immigration de 2019. Le point sur la situation à la frontière du Sud. Dans une lettre, plus de 50 républicains de la Chambre des représentants ont pressé le président de ne pas laisser son idéologie l'aveugler face à la nécessité de sécuriser les frontières. Ils alertent sur l'augmentation de l'immigration clandestine et Jen Psaki déconseille aux migrants de venir à la frontière en ce moment. Ce n'est pas le moment de venir et la grande majorité des gens sont refoulés. Les procédures d'asile à la frontière ne se feront pas sur le champ. Elles prendront du temps à être appliquées. Mais l'afflux de migrants a déjà commencé. Un agent des frontières nous a dit qu'ils ont déjà procédé à plus de 30 000 arrestations depuis octobre. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, par rapport à la même époque l'année dernière, cela représente une augmentation de près de 150%. Sur l'ensemble de la frontière sud-ouest, nous arrêtons actuellement entre 3 000 et 3 500 personnes toutes les 24 heures. Le chef Landrum dit aussi avoir vu 4,5 fois plus de personnes dans des maisons qui cachent les migrants. Selon les législateurs républicains, les récents décrets de Biden sur l'immigration ont annoncé l'ouverture de la frontière américaine. Nous pensions que Joe Biden donnait cette possibilité aux gens d'immigrer pour aider leurs familles. Et c'est ce que nous avons fait.
Parce que dans nos pays, les ouragans, le Covid, les ouragans ETA et l'OTA nous ont beaucoup impactés, au Honduras. De nombreux migrants ont des raisons légitimes de venir aux États-Unis, comme l'espoir d'un avenir meilleur. Le chef Landrum les encourage à emprunter les voies légales, car les tentatives d'entrée illégales sont de plus en plus dangereuses. Nous constatons une augmentation des agressions contre les agents fédéraux. Les gens deviennent donc plus résistants. Ils ne se contentent pas de se conformer volontairement aux directives des agents lorsqu'ils sont sur le terrain. Et les saisies d'armes ont été multipliées par 4,5. La bonne nouvelle est que cela se répercute rarement sur la communauté de Laredo, qui est principalement hispanique. L'officier local Baiza affirme qu'ils ont réduit la criminalité globale de 55% depuis l'année dernière. Cette année, nous avons un modèle similaire de réduction de la criminalité. Et donc, nous avons continuellement un très bon taux de criminalité. Mais c'est en grande partie grâce à nos agents qui patrouillent, à nos enquêteurs pour le suivi de ces affaires et à notre collaboration avec d'autres services de police. Selon l'officier, la majorité des gangs transnationaux comme le MS-13 ne restent généralement pas dans leur communauté mais se rendent dans d'autres régions des États-Unis. Mais selon les législateurs républicains, la politique d'immigration de Biden encourage à elle seule des cartels violents et met en danger les autres migrants. Lorsque les gens se mettent dans la situation d'être passés clandestinement de leur ville d'origine jusqu'à leur ville de destination finale, lorsqu'ils font ça, en cours de route, la possibilité de passer de la simple traversée clandestine à la traite des êtres humains augmente. C'est pourquoi les législateurs républicains demandent au secrétaire à la sécurité nationale de Biden de donner immédiatement des informations sur l'immigration à tous les membres de la Chambre. L'annulation de l'oléoduc est l'une des décisions les plus importantes prises par le président Biden jusqu'à présent. Des milliers d'emplois ont aussitôt été supprimés, sans compter l'impact sur le commerce et les prix de l'énergie. Aujourd'hui, plus d'une douzaine d'États veulent que Biden reconsidère sa décision de l'annuler, faute de quoi cela pourrait causer un grave préjudice économique. 14 procureurs généraux républicains menacent de poursuivre Biden en justice s'il ne change pas d'avis sur l'oléoduc Keystone. L'une des premières actions de Biden en tant que président a été de révoquer le permis d'exploitation de Keystone en disant qu'il nuit aux efforts de l'Amérique pour lutter contre le changement climatique. Les procureurs généraux ont envoyé une lettre à Biden. Ils affirment qu'il n'a pas expliqué comment l'arrêt du projet de pipeline protégerait les Américains et l'économie. Ils ont également déclaré que cette action ne résoudrait pas les problèmes climatiques. Leur conclusion, c'est, je cite, « un acte symbolique de bonne conduite en direction d'intérêts particuliers et de la communauté internationale ». Ils affirment que la suppression du pipeline coûtera des milliers d'emplois et des dizaines de millions de dollars de revenus fiscaux. Une étude du ministère des Affaires étrangères a révélé que la construction du projet Keystone contribuerait à environ 3,4 milliards de dollars au produit intérieur brut américain. Elle a également révélé que les taxes foncières liées au projet généreraient environ 56 millions de dollars dans le Montana, le Dakota du Sud et le Nebraska. Le pipeline soutiendrait près de 40 000 emplois et créerait près de 4 000 emplois directs pendant les 2 années de construction. Après sa mise en service, il créerait des dizaines d'emplois permanents. Les républicains demandent à Biden de revoir sa décision. Le ministère de la Justice a commencé à remplacer les procureurs fédéraux de l'administration Trump. Cela permet au président Joe Biden d'installer ses propres candidats dans tout le pays. Le ministère de la Justice demande aux avocats américains nommés par Trump de remettre leur démission, mais 2 fonctionnaires n'ont pas été invités à démissionner, dont l'avocat américain du Delaware David Weiss, qui enquête sur les impôts de Hunter Biden. L'autre est l'avocat spécial John Durham, qui enquête sur les origines de l'enquête de contre-espionnage sur Trump et la Russie. La porte-parole Jen Psaki déclare que Biden veut garder le département de justice libre de toute influence politique. C'est la raison pour laquelle Weiss et Durham vont rester. Le procureur général par intérim Monty Wilkinson a déclaré que jusqu'à ce que les procureurs américains soient confirmés, les procureurs par intérim rempliront leur rôle. Environ un tiers des bureaux des procureurs américains sont dirigés par des avocats intérimaires. Il est de coutume que le nouveau président demande aux procureurs américains émanant de l'ancienne administration de démissionner. Tous les anciens présidents l'ont fait par le passé. Le président Trump a lui aussi demandé à 46 procureurs américains de démissionner lorsqu'il a pris ses fonctions en 2017. Lorsque le ministère de la Justice a fait cette annonce, la commission judiciaire du Sénat a fixé une date pour la confirmation du nouveau procureur général Merrick Garland, qui aura lieu dans 2 semaines. Une professeure de droit du conseil de surveillance de Facebook rejoint le ministère de la Justice de Biden. Elle se retire du conseil d'administration de Facebook pour accepter le poste.
Pamela Karlan de Stanford servira dans la division civile du département de la justice. Elle quitte son poste après avoir passé moins d'1 an au sein du conseil de surveillance de Facebook. Elle a déclaré « Travailler avec mes collègues du conseil de surveillance pour mettre en place une approche plus juste et plus efficace de la modération du contenu a été un honneur. Le conseil a un rôle essentiel à jouer pour que Facebook rende des comptes. » Karlan a également aidé à la transition de Biden. Elle a été inscrite comme volontaire dans l'équipe d'examen de son agence du ministère de la Justice. Et vous avez peut-être entendu parler d'elle dans les journaux. En 2019, elle a témoigné lors du premier procès d'impeachment de Trump. Elle a fait une blague aux dépens du plus jeune fils de Trump, Barron, qui n'avait que 13 ans à l'époque. Elle s'est excusée par la suite. Et en 2009, le New York Times l'a présentée comme le choix potentiel favori de la Cour suprême de gauche. Son parcours s'inscrit dans un schéma de porte tournante entre Facebook et les administrations démocrates. Le mois dernier, Facebook a engagé un vétéran de l'administration Obama et au moins 3 personnes de l'équipe de Biden travaillaient pour Facebook et elles ont également occupé des postes au sein de l'administration Obama. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a donné 500 millions de dollars aux responsables électoraux avant les élections de 2020. Le projet Amistad de la société Thomas More affirme que ces subventions ont favorisé les régions démocrates et violé les lois électorales. Plus de 20 sénateurs républicains demandent au président Biden de reconsidérer l'un de ces décrets. Ils disent que cela affectera la transparence des agences fédérales. Le décret du président Biden révoque celui de son prédécesseur qui demande aux agences fédérales de publier des directives sur la façon dont elles interprètent et appliquent les réglementations. Le décret de l'ancien président Trump a reçu le soutien des 2 partis et a permis de réduire le gaspillage de la réglementation fédérale. Biden a annulé le décret dès son premier jour de mandat. Aujourd'hui, un groupe de 21 sénateurs républicains a écrit une lettre à Biden lui demandant de reconsidérer sa décision. Ils disent qu'il n'y a aucune raison valable de revenir sur cette politique en écrivant, je cite, « Sans explication, vous avez décrit ce décret comme l'une des politiques et directives néfastes qui menacent de compromettre la capacité du gouvernement fédéral à faire face à la pandémie, à la reprise économique, à la justice raciale et au changement climatique. » Il note que le décret de Trump est basé sur une législation populaire. La lettre indique que la vice-présidente de Biden, Kamala Harris, la soutient officiellement. Les sénateurs se demandent pourquoi les Américains soumis à une réglementation fédérale ne devraient pas avoir accès aux politiques qu'ils doivent suivre. La lettre dit ceci, « Il est tout simplement faux de croire que les Américains gagnent à ne pas savoir quelles règles et réglementations fédérales leur sont applicables et comment elles le sont. Ils veulent que Biden annule son décret ou qu'il soutienne la législation sur laquelle se fonde le décret de Trump. » Un journaliste a demandé à la porte-parole du département d'État américain Ned Price si la Chine a fourni un accès approprié à l'équipe d'enquêteurs de l'OMS à Wuhan. Eh bien, je pense que le jury demeure toujours à l'écart. Je pense qu'il est clair que les Chinois, du moins jusqu'à présent, n'ont pas offert la transparence nécessaire dont nous avons besoin et dont la communauté internationale a besoin, ce qui est tout aussi primordial, encore une fois. L'équipe de l'OMS affirme déjà qu'il est extrêmement improbable que le virus provienne du laboratoire de virologie de Wuhan. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré à Fox News qu'il ne les croyait pas. Il note que l'administration Trump s'est retirée de l'OMS à cause de la corruption et la politisation de l'organisation. Il a déclaré « Elle se courbe devant le secrétaire général Xi Jinping en Chine ». Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.